Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e point presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je vais commencer par vous présenter l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et celui des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Mirallès, qui est la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire auprès de M. Lecornu, et Mme Sarah El Haïry, qui est la secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel, auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère des Armées, puis nous passerons au focus thématique. Cette semaine, il est dédié à l'économie de guerre, avec l'intervention de l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse. L'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse est le chef du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la direction générale de l'armement. Enfin, comme chaque semaine, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous présentera le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda du ministre. M. Sébastien Lecornu a participé aux 2 séances des questions au gouvernement de la semaine, à l'Assemblée le 7 février et au Sénat hier après-midi. Il s'est entretenu hier avec M. Didier Lallemand, le préfet Lallemand, qui est secrétaire général à la mer, avant de s'entretenir hier soir avec Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Il participera aujourd'hui à 17h au séminaire économie de guerre qui est piloté par M. Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement, et où 4 points seront abordés. La loi de programmation militaire, chaque euro dépensé dans le cadre de cette loi devrait être utile aux armées. Les actions en cours, le soutien à l'Ukraine, l'accès au financement privé et l'attractivité de l'industrie de défense. La semaine prochaine, le ministre participera, le 14 février, à la prochaine réunion du groupe de Ramstein, pour les fournitures d'équipements à l'Ukraine, notamment, en marge de la réunion ministérielle de l'OTAN qui se tiendra les 14 et 15 février à Bruxelles. Il se rendra ensuite le 16 février à Munich pour participer à la conférence annuelle sur la sécurité. Côté secrétaire d'État, Mme Patricia Mirallès a présenté lundi ses vœux aux agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle a également participé aux séances de questions au gouvernement dans les 2 chambres que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, elle a débuté une visite officielle au Royaume-Uni qui s'achèvera samedi 11 février. Elle se rend à Londres, à Édimbourg et à Glasgow pour échanger avec ses homologues britanniques sur la prise en charge des anciens combattants et des blessés militaires, mais également sur les politiques de soutien au profit de ces derniers. La secrétaire d'État souhaite considérablement renforcer la visibilité du Bleuet de France auprès du grand public en s'appuyant davantage sur les liens historiques qui l'unissent aux poppies britanniques très populaires au Royaume-Uni. Afin de multiplier les collectes et aussi de faciliter des dons, de diminuer les frais de gestion et d'offrir des capacités supérieures augmentées au profit des blessés, un fonds de dotation spéciale a été créé le 1er janvier dernier. Mme Mirallès souhaite également élargir les partenaires et les relais du Bleuet, notamment en s'appuyant sur le monde du sport, comme c'est déjà le cas avec la Ligue professionnelle de football. Et d'ailleurs, l'ancien footballeur de Chelsea, Franck Leboeuf, ambassadeur du Bleuet, champion du monde 1998, accompagne la secrétaire d'État lors de son déplacement à Londres. Côté jeunesse et service national universel, Mme Sarah El Haïry, tout au long de la semaine, a continué ses nombreuses consultations sur le service national universel avec différents responsables associatifs. Elle a participé le lundi 6 février au ce qu'on appelle le G20 des anciens combattants, qui regroupe les associations ou fédérations d'anciens combattants les plus importantes, avec Mme Patricia Mirallès. Mardi, elle a rencontré les députés membres du groupe de travail territoire national à l'Assemblée. Hier, elle a participé au Conseil des ministres, au cours duquel a été nommée déléguée générale au service national universel, Mme Corinne Orzechowski, qui est préfète. Elle se rendra samedi 11 février à Villepreux dans les Yvelines pour une matinée de l'engagement et de la citoyenneté. Voilà pour les agendas. Dans les actualités ministérielles, je commence avec un succès technique historique, celui du premier vol d'essai d'un hélicoptère militaire avec du carburant durable, sans modification ni de l'aéronef ni du moteur. C'est vendredi dernier, donc le 3 février, que la DGA a réalisé ce vol avec une proportion de 84% de carburant d'aviation durable, qu'on appelle SAF pour Sustainable Aviation Fuel. Un vol d'hélicoptère militaire avec une teneur aussi élevée en carburant durable dans l'un des moteurs constitue une première mondiale. L'essai a permis de réduire de 75% les émissions de CO2 par rapport au même vol avec un carburant classique. Ce vol d'une durée de 3 heures a été effectué par un équipage d'essai de la DGA
essai en vol, et du groupement aéromobilité de la station technique de l'armée de terre, sur un hélicoptère NH-90 de l'armée de terre. Cet essai a été mené avec la participation du service de l'énergie opérationnelle et le concours technique de plusieurs industriels, Safran Helicopter Engines, Total Energy, Airbus Hélicoptère, mais également le soutien financier de l'Agence de l'innovation de défense. Le carburant utilisé a été produit et raffiné par Total Energy à partir d'huile de cuisson usagée. Son cycle de production et d'utilisation représente une empreinte carbone 4 fois moindre que celle d'un carburant d'énergie fossile. Il respecte ainsi le critère d'une réduction minimale de 65% exigé par l'Union européenne pour être qualifié de carburant durable. Cet essai confirme également la montée en compétence dans la réduction de l'empreinte carbone du ministère des Armées, et ça, c'est conforme à la stratégie énergétique de défense que nous déployons maintenant depuis près de 2 ans et demi. Comme je vous le montre au travers d'exemples quasiment toutes les semaines, la loi de programmation militaire en cours continue à produire ses effets avec des commandes et des livraisons qui se poursuivent. La DGA a ainsi réceptionné le 25 janvier dernier les 655 derniers fusils Special Combat Assault Rifle, SCAR, qui ont été acquis dans le cadre du marché fusil de précision semi-automatique. Elle a également réceptionné les 274 derniers modules optroniques infrarouges, plus 441 modules optroniques à intensification de lumière, du même programme. Ces accessoires permettent aux opérationnels d'adapter leur tir de précision en fonction des situations tactiques. Ce nouveau fusil est d'une portée d'environ 800 mètres. Il équipe les tireurs de précision de nos forces armées et principalement ceux de l'armée de terre. Les tireurs de précision, comme vous le savez, remplissent des missions d'observation et de renseignement, mais également de neutralisation d'adversaires à longue distance. Le groupement industriel titulaire du marché, qui est constitué de sociétés européennes, a livré en 3 ans 2620 fusils, 1096 modules infrarouges et 1766 modules à intensification de lumière, ainsi bien sûr que les munitions associées. Cette dernière livraison correspond à une commande passée en avril 2022 sur la base d'un contrat qui avait été notifié par la DGA en novembre 2019. De même, toujours dans le domaine capacitaire, la DGA vient de réceptionner la 10 millième jumelle de vision nocturne Onyx. La cible était de près de 15 000 jumelles. Cela représente une avance de 2 ans sur le planning initial. La DGA a également notifié le 20 décembre 2022 la commande des dernières paires, des dernières jumelles, parce que ce ne sont pas des paires, un peu plus de 4 000, et pour être très précis, 4 284. La cible totale sera donc de 14 284 jumelles. Toutes auront été livrées avant 2025. Ce marché d'acquisition de jumelles Onyx avait été notifié à la DGA en 2017. Conçue par la société Thales, elle bénéficie d'une résolution améliorée et d'un champ de vision plus large. Pour ceux qui ont utilisé ces jumelles, vous savez qu'elles ont tendance à avoir un scope assez réduit, et donc ces nouvelles jumelles permettent d'avoir un scope beaucoup plus large, qui permettent donc aux soldats de mieux appréhender l'espace dans lequel ils évoluent, dans l'obscurité. Elles remplacent progressivement les jumelles de la génération précédente qui s'appelait Lucie. Ces jumelles de vision nocturne équipent les régiments de l'armée de terre et très bientôt les 3 armées. Côté armée de terre, mais toujours dans le domaine de l'équipement, la station technique de l'armée de terre s'est rendue en Estonie fin janvier pour tester le système de mini-drones de reconnaissance en milieu grand froid. Les équipes de la STAT ont profité de l'exercice interallié Wintercamp pour réaliser les évaluations de ce drone. Elles ont participé à l'exercice aux côtés de l'équipe drone du 93e régiment d'artillerie de montagne, qui a mis en œuvre le SMDR afin de fournir un appui imagerie au battle group. Les vols ont été effectués par température négative et ont confirmé que le système pouvait être employé sans que ses performances ne soient réduites dans ces circonstances. Avec sa portée de 30 km, le système de mini-drones de reconnaissance est principalement employé au niveau des brigades et des groupements tactiques interarmes. Il permet de détecter l'ennemi, de découvrir son dispositif grâce à ces capteurs qui sont à la fois électro-optiques et infrarouges. Ces essais s'inscrivent dans l'effort de dronisation de l'armée de terre, réaffirmé cette semaine par le ministre dans son interview au Figaro, avec une cible de 3500 petits drones au terme de la prochaine loi de programmation militaire. Pour la marine maintenant, le 6 février, nous en avons déjà parlé, nous suivons son parcours, le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébig est arrivé à Fort-de-France pour sa première escale réalisée dans les outre-mer français
depuis son départ de Brest le 17 janvier dernier. Ce déploiement de plus de 15 000 km mènera ce premier des 6 patrouilleurs outre-mer jusqu'à son port-base qui sera Nouméa. Il illustre les nouvelles capacités de ces bâtiments, conçus spécialement pour opérer cela sur les océans Indien et Pacifique. Il prolonge la dynamique de renouvellement des moyens de la marine en outre-mer, plus précisément en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à La Réunion. Cette dynamique avait été initiée dans les Antilles-Guyane. La Martinique avait ainsi connu l'arrivée du bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville, d'un des patrouilleurs Antilles-Guyane, en l'espèce la combattante, et plus récemment l'arrivée d'un des dauphins N3 de la flotte intérimaire. Y a-t-il sur ces actualités ministérielles, avant que nous passions au focus thématique, des questions, en commençant par la salle? NH90, armée de terre. Pardon, Madame Bauer, j'ai bien entendu votre question. Y a-t-il des questions en audio? A priori non, donc nous passons au focus thématique, consacré cette semaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'économie de guerre. Vous vous souvenez que ce concept avait été évoqué pour la première fois par le président de la République le 13 juin dernier à Eurosatory, qui est le salon international consacré à la défense et à la sécurité terrestre et aéroterrestre. Le conflit en Ukraine constitue en effet un bouleversement du contexte stratégique. Il confirme la nécessité pour la France de disposer d'un potentiel militaire puissant et capable de tenir dans la durée. L'évolution de la menace implique donc une adaptation de nos moyens dans la conception, l'innovation, le développement, la production, la maintenance et jusqu'à la fin de vie et éventuellement le recyclage de nos équipements. Comme le préconisait la revue nationale stratégique en 2022, il convient désormais que l'outil industriel s'organise pour soutenir un effort de guerre dans la durée en cas de nécessité, pour nos forces armées ou pour l'un de nos partenaires. Le président de la République a confié au ministère des Armées la mission de conduire la réflexion nécessaire avec les industriels. Les groupes de travail entre les services du ministère et les industriels permettent à la fois à tous les acteurs de s'exprimer, de faire comprendre et de partager leurs contraintes, mais surtout d'élaborer des solutions ensemble. 3 leviers ont été identifiés: la constitution des stocks stratégiques, je ne vais pas plus loin parce que l'ingénieur général Laousse vous en parlera, la souveraineté avec notamment un nécessaire agenda de relocalisation et la diversification des approvisionnements. Ces réflexions doivent par ailleurs permettre de concilier 2 objectifs: produire du matériel de qualité, en quantité et rapidement. Monsieur l'ingénieur général, je vous laisse la parole. Merci, mon général. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laouche. Je dirige le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la DGA. Donc, l'économie de guerre, le contexte a été replanté à l'instant par le général Gravette. Le retour de la guerre en Europe fait que l'hypothèse d'un conflit de haute intensité, je dirais, est une hypothèse qui est plus opportune que jamais. Or, notre outil industriel, comme vous le savez, sort d'une période de paix assez longue et donc s'est adapté finalement aux objectifs qui ont été tenus pendant cette période, à savoir maintenir les compétences d'un côté et optimiser la dépense. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des cycles de production finalement qui se sont adaptés à cette période et le changement de contexte tel qu'il a été évoqué par le président de la République à Eurosatory fait que ces cycles ne sont plus adaptés au nouveau contexte. Ce qui fait qu'on doit changer, et c'est pour ça qu'on doit passer dans une logique d'économie de guerre. Alors l'économie de guerre, c'est quoi? Si je devais la résumer en une phrase, je dirais que c'est remettre la capacité à produire au cœur de nos préoccupations. Donc la production en premier. Comme l'a dit le ministre, ça veut produire plus, c'est produire plus vite, et bien évidemment dans un modèle économique qui est soutenable par l'État. Je dirais tout ça est à prendre en compte. Alors il y a bien sûr des commandes, et il y en a eu, il y en aura encore, et la LPM qui a été annoncée par le président de 413 milliards d'euros va contribuer, au-delà de la modernisation des armées, à continuer à recompléter aussi certains stocks. Mais c'est aussi un travail sur l'outil industriel lui-même, pour qu'il soit capable d'accélérer à la demande, à la fois sur la production de matériel, mais aussi la régénération de matériel qui sont en maintenance.
Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le comment, parce que ce contexte-là, je pense, avait déjà été partagé. Alors, la première mesure, elle a déjà été évoquée, c'est donner de la visibilité. Le but avec cette visibilité, c'est que l'industrie puisse investir sur son outil de production, les maîtres d'œuvre industriels, mais aussi les sous-traitants dans la chaîne. Alors, la LPM, elle va offrir une visibilité de 7 ans, pour commencer. Sont prévus aussi des contrats de longue durée, ce qu'on a appelé les commandes globales, sur une liste d'équipements qui a été définie par les armées, qui sont les équipements, on va dire, de première nécessité en cas de conflit d'haute intensité. Certaines commandes globales sont prêtes pour 2023, le missile de moyenne portée, les missiles Mistral, dès que le cadre de la loi de programmation militaire sera confirmé. Bien évidemment, cette visibilité, il faut qu'elle ruisselle, c'est-à-dire que la visibilité qu'on va donner par nos contrats aux industriels tête de filière que vous connaissez, il faut qu'elle puisse être rétrocédée et partagée vers toute la chaîne de sous-traitance. Je rappelle que la base industrielle, c'est plus de 4000 entreprises en France, qui sont les sous-traitants et portent la valeur de nos 9-10 grands maîtres d'œuvre. Et donc, on va s'assurer que cette visibilité soit bien partagée. Il n'est pas possible, je dirais, d'avoir un fonctionnement optimisé de la production avec un maître d'œuvre qui aurait une visibilité à 7 ans, voire plus, par les contrats, et puis un sous-traitant critique qui, lui, fonctionnerait sur des bons de commande avec une visibilité à 3 ou 6 mois, qui pourrait être le maillon faible, je dirais, des délais qu'on observe. Donc c'est bien un travail sur toute la chaîne qu'on est en train de mener. Donc cette visibilité, on y travaille avec tous les industriels, les PME et les grands donneurs d'ordre, pour s'assurer de mettre en place les outils pour la partager. La deuxième chose, c'est simplifier les produits. Ce qui est simple se produit mieux. Ça paraît évident, mais c'est pas mal de se le rappeler. Et donc, cette simplification, elle va démarrer dès l'expression de besoin. En plateau, c'est-à-dire qu'on va réunir en un même endroit les armées, la DGA, ça a déjà été fait avec les équipes intégrées au niveau des programmes et de la préparation de l'avenir. On va y rajouter beaucoup plus en amont qu'aujourd'hui les industriels pour faire ce qu'on appelle, en jargon d'ingénieur, une analyse de la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, on passe en revue les différentes exigences qui sont demandées, et on va chiffrer, on va demander à l'industriel quel est l'impact en termes de délai et de coût des différentes exigences qui sont demandées. Ce qui permet finalement de les associer dès la conception et l'expression du besoin, et puis de pouvoir mettre aussi les armées dans la boucle d'une décision qui consiste à dire est-ce que je veux un matériel qui fait 100% de mon besoin complet en lancement immédiatement, mais peut-être dans 3 ans, ou quelque chose dans 1 an, mais qui fera peut-être pas 100% du besoin initial. Ce débat, le but est qu'il soit fait ensemble, collectivement, les armées, la DGA et l'industrie. Donc ça sera la première étape. Un exemple concret qui a été choisi pour appliquer cette méthode d'ores et déjà, c'est le cas de l'armement du système de drone tactique, donc le Patroller, pour lequel cette méthode d'analyse de la valeur va être appliquée afin de voir est-ce qu'on veut finalement un armement complet qui répond à tout un ensemble d'exigences ou quelque chose peut-être d'un peu plus frugal mais plus rapidement. Dans cette partie, je dirais, de simplification, il y a le sujet dont vous avez probablement entendu parler également, de réduire les exigences et les normes dans les contrats entre la DGA et les industriels. Il y a un objectif visé de réduire de 20% qui a été affiché les exigences pour simplifier finalement le travail de l'industriel. Aujourd'hui, les discussions sont encore en cours pour définir, donc on a, je dirais, une liste d'un certain nombre d'opérations cibles qui sont visées. Les discussions sont encore en cours car il ne s'agit pas simplement de réduire le travail de l'industriel. Réduire les exigences, ça veut dire moins de justification. Donc nous, côté État, on va dire s'il y a moins de travail, ça doit être moins cher. C'est un point de discussion, y compris avec l'industrie. S'il y a moins d'exigences, moins de vérifications, ça veut dire aussi un partage du risque à faire différemment entre l'État et l'industrie, qui veut dire que ça va s'accompagner d'une façon peut-être différente de manager les relations entre l'industrie et la DGA sur les programmes.
Ça, il faut que ça soit accepté aussi par l'industrie. Et un dernier point quand même important, c'est que la simplification des vérifications, ça va de pair avec la maturité des industriels. Vous comprendrez aisément qu'il est plus facile de partir avec un industriel qui fait bon du premier coup à chaque fois qu'il livre un matériel, où on va pouvoir simplifier parce que la confiance, je dirais, est là, la confiance technique sur le produit qu'il livre, on parle quand même d'armement, qu'avec un industriel qui a des problèmes récurrents, que ce soit en développement ou en production, où là, finalement, je dirais, on voit bien qu'il y a une équation entre le risque, d'une part, qu'on va partager, et la simplification qu'on va mettre dans la balance. Un autre axe de travail, c'est la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Donc, comme je le disais dans mon propos introductif, nos équipements militaires, ils dépendent de chaînes d'approvisionnement complexes, des matières, des sous-traitants qui réalisent des sous-ensembles, des équipements, des parties parfois de nos matériels qui ensuite sont assemblés. Il suffit d'un maillon de la chaîne qui soit critique dans le cycle de production pour augmenter les délais de production. À titre d'illustration, sur les objets sur lesquels nous travaillons, les délais d'approvisionnement et de chaîne de sous-traitance, ça représente un peu plus de 50% des délais de production globaux. Donc ce n'est pas un petit sujet. On imagine souvent que le gros du travail se fait, je dirais, au niveau des maîtres d'œuvre. C'est vrai pour la partie finale, l'assemblage, les tests et puis la livraison finale. Mais en fait, la bataille des délais, elle se gagne dans la maîtrise des chaînes de sous-traitance. Et donc, je citais le chiffre tout à l'heure, plus de 4000 entreprises qui contribuent à nos maîtres d'œuvre. Et donc, il y a un gros travail qui est mené sur cette partie-là. À titre d'exemple, toujours dans cette partie-là, sur le canon César dont vous entendez, qui est le produit star, on va dire, chez Nexter, du fait de l'actualité, vous avez des éléments qui sont sur la chaîne critique des délais, qui sont la production des tubes, les tubes pour les canons, qui sont ensuite réusinés, j'irai au bon code chez Nexter, donc produits par Aubert et Duval. Vous avez aussi la production des canons, tout ce qui est châssis, les camions, donc pour monter le canon dessus. Donc pour analyser ce travail, il y a un premier groupe que nous avons conduit avec les industriels, à la fois leurs groupements et les maîtres d'œuvre en direct plus les PME, sur ce qu'on appelle la recherche des goulets d'étranglement. Donc ces fameuses entreprises qui vont faire le délai, finalement, le chemin critique des délais de production. Sur nos entreprises, il y en a moins de 4%. Le travail d'identification est terminé, donc on va dire, identifié ces entreprises. Donc il y en a moins de 4% sur les un peu plus de 4000 entreprises dont on parlait. Premier constat, ça montre qu'on a plutôt bien travaillé jusque-là. Elles sont peu nombreuses. Deuxième constat, élément de langage, je dirais, ce ne sont pas des entreprises en difficulté. Ce qu'on appelle goulet d'étranglement, ce sont des entreprises qui ne sont pas en capacité d'accélérer. Donc si on demandait du jour au lendemain, il faut aller plus vite pour produire, elles ne sont pas forcément, on parle de PME, de TI, en capacité d'accélérer à la demande. Et c'est bien sur ces entreprises-là qu'on va travailler parce qu'elles vont être le facteur limitant de ce qu'on essaye de monter. Je le rappelle, une capacité de production qui peut accélérer à la demande. Donc, elles ont été identifiées. Actuellement, on a demandé aux industriels de caractériser la nature, on va dire, de la limite. Est-ce que c'est un manque de ressources humaines? Est-ce qu'il manque une machine? Est-ce que l'entreprise est déjà en capacité maximale de production, donc elle ne peut pas faire plus? Est-ce que c'est un équilibre entre des charges civiles et militaires qui vont nous permettre après d'identifier des leviers qu'on va pouvoir mobiliser et mettre en place les plans pour résoudre les problèmes qui seront identifiés et donc remonter de façon homogène la capacité d'accélération, puisque ça ne sert à rien de porter tous les efforts à un seul endroit. Il faut bien travailler sur toute la chaîne. Par ailleurs, on mène un travail pour consolider les entreprises. Quand elles sont, parfois, le défaut d'accélération peut venir de la taille de l'entreprise. Elles sont morcelées, elles n'ont pas de capacité à grossir. On contribue dans le service que je dirige à, on va dire, rapprocher des entreprises pour favoriser aussi des opérations de consolidation, ce qui permet d'avoir des entreprises plus résilientes. Autre thème, les dépendances étrangères. Certaines dépendances ont été acceptées dans le contexte précédent. On les revisite. Donc sur certaines choses, on a des fournisseurs hors de France.
L'autonomie stratégique, ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul. Elles sont néanmoins peu nombreuses du fait qu'on est dans le secteur de défense. Néanmoins, on les revisite du fait du changement de contexte. Pour les traiter, plusieurs leviers sont envisagés. La constitution de stocks de prévoyance. Ça a été fait par les adhérents du GIFAS sur le titane, pour avoir des stocks pour couvrir une période qui permet d'absorber des fluctuations, mais qui peut aussi servir d'accélérateur en cas de besoin. Nexter a augmenté son stock de tubes de canon César de la même manière pour pouvoir couvrir les évolutions de cadence à venir. Et puis un dernier exemple, Naval Group, suite à ses travaux, a déjà sécurisé plusieurs millions de tonnes d'acier pour sa production. Pour cette partie-là, on va chercher aussi à diversifier les sources d'approvisionnement. Quand on a une source étrangère qui serait unique, l'autre façon de s'en désensibiliser, c'est d'en avoir plusieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec les directeurs industriels des entreprises. Et puis, quand c'est nécessaire, quand ces deux premiers leviers ne sont pas suffisants, on va passer sur des projets de relocalisation d'activités, donc sur des choses qu'on va juger critiques et où la gestion par un des deux premiers leviers que je citais n'est pas suffisante. On va lancer des projets pour réinstaller en France des capacités industrielles et donc finalement réduire le nombre de nos dépendances. Ce sujet, il avance bien. C'est 10 dossiers qui ont déjà été reçus, donc déposés par les industriels en décembre, qui ont été traités. On en a retenu 7. 10 autres dossiers en janvier, donc il y a un flux qui est en train de s'installer. On en a retenu 4 et peut-être 2 autres. Ils sont portés majoritairement par de l'autofinancement, ce qui veut dire que dans notre dialogue avec l'industrie, l'industrie prend sa part du sujet de la souveraineté et de la relocalisation en France des activités. On discute aussi avec la Direction générale des entreprises, lorsqu'il s'agit d'entreprises duales, pour voir dans quelle mesure ils peuvent bénéficier de fonds France 2030 également. Pour illustrer l'ensemble de ces travaux sur un exemple concret, vous savez que sur le canon César, on n'a pas beaucoup travaillé sur le cycle de production. On est passé d'un cycle de production de 30 mois, en prenant en compte les problèmes qu'il y avait sur la matière première, à 18 mois pour les premiers qui seront livrés prochainement, en ayant eu recours justement à des approvisionnements anticipés. Donc exactement la logique que je viens de vous décrire, les tubes, des châssis de camions qui ont été commandés en avance. Et en même temps de cette réduction du cycle, Nexter est en train de monter sa cadence de production de 4 à 6 par mois. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et c'est bien qu'un travail de fond, et comme je disais, qui s'est fait avec Nexter, avec toute sa chaîne de sous-traitance. Donc ça porte ses fruits, cette démarche. Dernier sujet qui me semble important d'aborder. Donc on va donner de la visibilité, simplifier les produits, avoir une chaîne de sous-traitance plus globale et plus robuste, des sources d'approvisionnement sécurisées. Pour faire fonctionner tout ça, il faut des personnels qualifiés. Donc il y a un axe de travail autour des ressources humaines également. Il faut des gens derrière les machines, surtout celles qu'on va rajouter. C'est important de veiller à l'attractivité de l'industrie de défense pour les jeunes générations. On est en train de travailler avec le CIDEF et les industriels pour voir comment communiquer autour du secteur industriel et de défense en particulier auprès des jeunes, je dirais, sortis d'école, mais aussi même collège, lycée au plus tôt. Alors ça, c'est un investissement plus long terme. On travaille aussi sur l'identification des compétences critiques. Les soudeurs, les ajusteurs en mécanique, des métiers dont nos industriels ont besoin, pas que, industriels civils aussi, et où l'offre de formation est jugée insuffisante. On n'en produit pas assez par an. Donc pour voir si là-dessus, on peut s'appuyer sur des ressources européennes. Dans le cas des soudeurs, les ressources européennes ne sont pas non plus suffisantes pour tous les besoins européens. Donc on va aussi entamer un dialogue avec les entreprises d'une part qui soutiennent des lycées professionnels ou des écoles de formation, mais aussi à venir probablement un dialogue avec les ministères de l'éducation ou de l'enseignement supérieur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces domaines. Dernier point, aussi au-delà des RH, qui me semblait important, ça a été évoqué, c'est le financement. Le modèle fondateur d'une entreprise, ça reste de pouvoir lever des fonds pour investir dans son outil vis-à-vis des perspectives de commande. Donc il est essentiel pour nous de garantir l'accès au financement privé pour les entreprises de la BITD.
Là-dessus, on a travaillé beaucoup depuis un an et ça se rejoint avec les problématiques d'économie de guerre, mais pas que. On a mis en place un réseau de référents bancaires. Ça s'est en place, c'est fait avec la Fédération des banques françaises et les grands établissements des banques, qui permet d'avoir un dialogue régulier avec elles. On dialogue en parallèle avec les investisseurs pour confirmer leur appétence pour investir dans nos secteurs, souveraineté, en particulier défense. Plusieurs initiatives sont en cours pour créer des fonds qui vont intégrer la défense dans leur thèse d'investissement, sans être orthogonal aux problématiques de critères ESG. Donc on est en train de surveiller, de travailler aussi là-dessus. On fait une veille et de la pédagogie auprès des acteurs à Bruxelles également. Et puis, donc pour que nos industriels soient évalués sur des critères concrets, des actions, les actions qu'ils mènent, et montrer qu'ils prennent bien en compte les aspects développement durable, sociétal, dans la façon de conduire les entreprises. Un exemple a été donné par le général Gravette avec du développement de carburants durables qui a été cité. Il y a d'autres éléments, des fermes solaires sur les sites de nos industriels de défense, l'utilisation de transports responsables. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas forcément connues et on les pousse à communiquer. Je m'arrête là. Le sujet, vous le voyez, est tentaculaire, nécessite en fait, dans une logique tactique, de travailler sur tous les compartiments du jeu en même temps. Ça ne sert à rien d'avoir une très grande avancée dans un domaine si les facteurs limitants sont ailleurs. Il faut donc un traitement global de tous les sujets. C'est pour ça que le délégué général pour l'armement, il a décidé de renforcer l'interface de dialogue avec l'industrie en créant une direction de l'industrie de défense qui mènera l'ensemble du dialogue transverse avec les industriels, hors commande, pour lesquels il reste une direction des opérations, bien évidemment, donc ça, du grand groupe jusqu'au PME, et qui disposera en son sein des moyens d'évaluer les industriels, donc leur maturité et leur performance vis-à-vis des enjeux que je viens de vous présenter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur général. C'était à la fois très clair, très éclairant. Je crains un peu que ça ne suscite beaucoup de questions. On va commencer par celle en salle. Bonjour, Théo Sauvigné pour Le Point. On parle beaucoup avec la DGA d'entreprises qu'on considère habituellement comme stratégiques. Il y a d'autres entreprises qui sont impliquées, je pense, avec les armées. Est-ce que le SCA a été sollicité pour cette réflexion et dans quelle mesure? Et les entreprises, du coup, avec lesquelles le SCA travaille. Alors, merci de votre question. Le service que je dirige porte et pilote le plan qui s'appelle Action PME, le plan du ministère. Ça veut dire que déjà sur la surveillance et l'accompagnement des entreprises, on s'intéresse aux 22 000 fournisseurs du ministère, donc tout domaine confondu. La BITD, parmi ces 22 000, donc c'est un peu plus de 4 000 entreprises, et les critiques, c'est, on va dire, un petit peu plus de 1 000 entreprises parmi ces 4 500. Donc oui, on a au travers du plan des relations avec les autres services du ministère qui sont en contact avec les entreprises. Et sur la partie soutien en particulier, donc le commissariat, mais aussi la DMAE, la CIMT, service soutien des flottes, on est en train d'évoluer. L'état-major des armées a signé un protocole avec mon service pour qu'on fasse le suivi des activités de soutien justement des industries, des entreprises industrielles, à leur profit. Il reste les donneurs d'ordre, c'est eux qui passent les contrats. Mais finalement, l'activité qu'on faisait historiquement pour la partie DGA, on est en train de l'étendre de la même manière à la partie soutien. Et on a signé un protocole d'application déjà avec le commissariat. Donc il se trouve que c'est un des premiers. Et donc qui va permettre d'encadrer ce dialogue. Et donc la veille des entreprises, on va la faire pour eux. Et sur l'économie de guerre, oui, ils ont été intégrés dans les discussions, ainsi que les services soutien, parce que, comme je le disais, le but, c'est de produire plus vite, mais aussi régénérer les matériels plus vite. Donc l'économie de guerre, c'est aussi pouvoir accélérer la partie maintenance s'il faut sortir plus vite des équipements qui seraient immobilisés, par exemple. Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui travaillent avec le SCA seraient intégrées à ce qu'on considère comme la BITD ? Alors, pas forcément. Pas forcément. L'aspect BITD,
Alors, on va l'élargir progressivement. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre toutes les entreprises du commissariat. Celles qui sont liées à des équipements des armées, ça peut paraître à peu près évident. Mais celles qui sont liées plutôt à des prestations de services, parce qu'il y en a, ça, je vais vous dire, les espaces verts, etc., vont rester dans les 22 000, et ce n'est pas pour ça qu'on ne les suit pas, mais elles ne seront pas dans la BITD. Très concrètement, si on prend la boulangerie qui fournit un camp, on ne va pas la faire rentrer dans la BITD. Exactement. Si on prend une entreprise qui produit le nouveau treillis avec le nouveau bariolage, là c'est beaucoup plus technique, spécifique défense, et donc elle y est. Oui, Anne Boer, Les Échos. Vous avez parlé de commande globale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par là? Vous avez cité des commandes prêtes pour les MMPP et Mistral. Alors, est-ce que c'est des commandes d'urgence? Est-ce que c'est plus que 7 ans, mais 10 ans? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Et l'autre question, c'est sur la relocalisation de certaines productions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, tel que je le comprends, vous dites on a eu 10 dossiers en décembre, 10 dossiers en janvier, etc. Donc moi, je comprends, waouh, il y a 20 nouvelles usines qui vont s'ouvrir, ou c'est pas du tout ça l'idée? Alors, merci pour ces deux questions. Alors, les commandes globales, le principe, c'est sur un certain nombre d'équipements, de mettre en place effectivement des contrats à longue visibilité. Il n'y a pas de durée. La durée, elle est liée au cycle de chaque matériel. Donc, est-ce que c'est 7 ans, 10 ans? Je dirais ça fait encore partie des discussions. Mais enfin, en tout cas, c'est bien sur des durées de cet ordre de grandeur-là dont on parle. Le but, c'est bien de donner une assurance d'un volume de commandes, finalement, à l'industrie, avec un calendrier de livraison qui est celui de nos besoins actuels, mais en y mettant, je dirais, les moyens financiers qui permettent à l'industriel d'accélérer si on a besoin. Pour être plus clair, ça ne veut pas dire on remplit tous les stocks de MMP et de Mistral là tout de suite. Ça veut dire on en commande une quantité grande avec de la visibilité, comme je disais, sur la durée à l'industriel, ce qui lui permet de mettre en place les stocks pour être capable de les produire et de façon un peu plus épaisse que ce qu'il pratique habituellement, grosso modo. Ce qui permet, si on lui demande d'accélérer en cours du contrat, et ça c'est prévu également dans les clauses du contrat, d'être prêt à aller sortir, vu du client, donc vu des armées, les produits plus vite. Je prends mon exemple du canon César dont je vous disais tout à l'heure, et puis le fait que les approvisionnements, c'est à peu près 50% du cycle de production, ce qui est vrai à peu près pour les munitions aussi. Ça veut dire qu'avec un stock de semi-produits qui est prêt, quand l'État, les armées disent « j'ai besoin d'accélérer, il faut recompléter maintenant », l'industrie a une capacité, grâce à ce volume de longue durée garantie, de sortir des premiers produits, on va dire, 2 fois plus vite. C'est pour faire simple. Après, c'est négocié, bien évidemment, équipement par équipement, mais c'est l'esprit. Sur les relocalisations, vous avez raison de poser la question. Ce n'est pas forcément des nouvelles usines à chaque fois, vous en doutez bien. C'est la relocalisation, il y a 2 cas de figure. Le cas le plus courant va plutôt être la reprise d'activité par des acteurs qui existent déjà, qui ont été en France et qui ont été identifiés. C'est-à-dire que dans les dossiers dont on vous parle, ce ne sont pas des projets. Un dossier, on a demandé aux industriels. Quand il y a un dossier, ça veut dire qu'il y a un repreneur qui a été identifié, dont le donneur d'ordre considère qu'il a les compétences techniques pour le reprendre. Ensuite, et donc je dirais c'est déjà très avancé quand on parle de dossier. Et il y aura des cas potentiellement de nouvelles usines. Ça reste un cas minoritaire parce qu'on a quand même un tissu industriel suffisamment riche. Mais il y aura des cas, nouvelles usines, voulant pas dire nouvelle entreprise. Ça peut être une nouvelle capacité au sein d'une entreprise déjà existante, mais qu'on rapatrierait. Donc effectivement, c'est plutôt ça le concept. S'il n'y a pas de questions en salle, en audio. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai une question. J'en ai plusieurs. Bonjour, Marie Zeno, France Culture. Est-ce que vous pourriez détailler un peu ce que vous avez dit autour des critères ESG? Est-ce que c'est un point de blocage que vous jugez réellement important ou c'est un peu à la marge? Et est-ce que vous avez déjà vu les choses évoluer depuis un an? Merci.
Oui, alors madame, sur cette question-là, donc c'est un point qui n'est pas bloquant en soi, mais qui peut l'être en fonction de comment il est décliné. Je m'explique. Le fait de prendre en compte dans la gestion d'une entreprise, dans la façon de produire, des critères de développement durable, des critères sociétaux, parité, qualité de vie au travail, je dirais, par principe, ça ne pose pas de problème au ministère des Armées ni à nos industriels. Et je dirais même, en plus, c'est un facteur d'attractivité pour embaucher les jeunes générations. Donc, je dirais de toute façon, c'est une évolution sociétale. Et nos industriels sont dans la société au même titre que les autres entreprises. Donc, elles prennent le pli. Le problème lié à ces critères, c'est si vous avez un règlement qui consisterait, je vais pas revenir sur l'histoire de la taxonomie de l'année dernière, mais qui consisterait à dire, par essence, l'activité de défense est jugée non éligible, ce qui veut dire on ne vous donne même pas le droit d'expliquer nos entreprises, comment elles gèrent leur entreprise, comment elles intègrent la prise en compte de leur empreinte carbone pour montrer qu'elles prennent en compte ces critères ESG finalement dans la gouvernance de leur entreprise. C'est ça qui pose problème. La guerre en Ukraine a fait que ces projets-là, aujourd'hui, sont quand même passés, ont été mis de côté. Je pense quand même que c'est une tendance de fond, et d'ailleurs, la preuve, nos entreprises prennent le pli. La DGA également, on a vu qu'on innovait vers les carburants, je dirais, durables. Il y a des discussions autour de l'hybridation des moteurs aussi. Tous ces sujets-là sont pris en compte. Nos industriels, je le citais, utilisent du transport fluvial quand il n'y a pas besoin de délais longs, mettent en place de l'énergie solaire, ce qui, sur un certain nombre de leurs sites, des projets qui étaient lancés avant la crise énergétique actuelle, mais qui, au final, leur sera aussi utile de ce point de vue-là. Donc, en fait, c'est ce sur quoi on travaille, c'est de s'assurer que, finalement, nos entreprises puissent être évaluées sur des critères concrets, au même titre que les entreprises des activités civiles, plutôt qu'une espèce d'exclusion a priori. Il y avait une autre question en audio. Oui, bonjour, Hassan Meda de l'usine Nouvelle. Oui, je voudrais revenir sur les projets de relocalisation d'activités. Vous avez indiqué que 7 dossiers avaient été retenus. Est-ce qu'on pourrait savoir de quelles activités il s'agit ? Alors non, voilà, comme ça fera une réponse courte. Ce sont ces dossiers qui ont été retenus, donc on est en train de travailler sur boucler le financement, parce qu'il y a une part autofinancée importante, comme je le disais, il y a le complément, et ça fera l'objet d'annonces du ministre, à minima du ministre. Donc c'est une communication réservée, comme on dit chez nous. Bon, je vais quand même donner un exemple tout autre et qui n'a aucun lien. Une relocalisation, concrètement, ça peut être une fonderie à laquelle on achète à l'étranger, mais éventuellement hors espace Union européenne. On repère une fonderie qui a les compétences en France, et donc c'est elle est identifiée par un agrégateur ou un grand maître d'œuvre, et c'est elle auprès de laquelle on achètera les pièces qu'on achetait autrefois dans un pays sur lequel on a moins de certitude. Donc de façon très concrète. Et là, c'est un exemple, ce n'est pas du tout l'endroit vers lequel il faut aller chercher. Il y avait une troisième question en ligne. Oui, bonjour, Romain Miel-Carec, indépendant. Une petite précision pour être sûr d'avoir bien compris sur le chiffre de 4% d'entreprises qui ne sont pas aujourd'hui en mesure d'accélérer la production. Est-ce qu'on parle de 4% des entreprises de la BITD ou de 4% des entreprises critiques? Et ma deuxième question, on a vu plusieurs prises de parole d'industriels, et notamment de gros industriels. Je pense tout particulièrement à l'usine où on produit les canons César, qui disaient ne pas avoir la capacité d'accélérer le rythme. Et vous nous dites qu'a priori, cette capacité, en général, on l'a. Comment comprendre ces prises de parole de certains industriels pour dire on ne sait pas faire? Alors en fait, alors tout d'abord, la première question qui est plus de détail, je dirais. Donc les 4%, les moins de 4% d'entreprises donc, qui ne sont pas en mesure forcément d'accélérer immédiatement aujourd'hui, c'est bien sur la BITD, hein, donc c'est moins de 200 entreprises, si vous le voulez en chiffres là-dessus, par rapport aux 4000, 4500 entreprises de la BITD. Donc, bien évidemment, elles sont réparties sur toutes les filières. Hein, elles sont
je dirais, elles ne sont pas condensées dans une seule filière qui cumulerait tous les maillons faibles. Ce n'est pas le cas du tout. Je dirais, il y a quand même un travail de suivi qui existait et qui était fait déjà avant. Là, c'est bien le fait du nouveau contexte et la volonté de pouvoir accélérer de façon conséquente qui fait qu'on sort ces nouvelles entreprises. Voilà, donc ça, je pense que ça répond à votre première question. Sur la partie canon César, je dirais, de facto, sur l'exemple que je citais, le cycle de production va être réduit et les cadences vont augmenter. Donc de facto, les capacités, elles sont présentes, puisque Nexter va le faire. Il est en train de le faire. Donc je dirais ça, c'est la première réponse à votre point. Après, je pense qu'évidemment, on ne peut pas accélérer à l'infini. Et donc là, il y a deux sujets. Si on voudrait que Nexter puisse accélérer encore plus, effectivement, au bout d'un moment, vous avez soit chez les sous-traitants, mais j'y reviens pas, c'est le sujet 1, mais aussi chez Nexter, des capacités industrielles particulières qui peuvent être liées à l'intégration du canon sur les châssis, au retraitement des canons, à certains usinages, qui elles-mêmes ont une limite et qui peuvent à ce moment-là nécessiter des investissements. Si il fallait encore accélérer plus que ce qu'on veut. Moi, je pense que oui, il y a une limite. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a demandé, force est de constater que Nexter a fait un gros travail et a été capable de faire ce qu'on a demandé. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce sujet-là? S'il n'y a plus de questions, monsieur l'ingénieur général, merci beaucoup. Merci. Pour la partie opération des armées, on débute par le flanc est de l'Europe, assez traditionnellement, avec le renforcement de la posture de l'Alliance. Tout d'abord en mer Baltique, la frégate multimission, la FREM Aquitaine, a poursuivi ses entraînements avec plusieurs bâtiments de la marine suédoise, dont la Sundsvall, au travers d'un exercice de lutte anti-sous-marine. La Aquitaine a aussi effectué un ravitaillement à la mer avec le pétrolier ravitailleur allemand Spessart, et ces échanges opérationnels ont permis de renforcer l'interopérabilité entre les partenaires allemands, suédois et français. En Estonie, du 27 au 29 janvier, les militaires du sous-groupement tactique interarmes SGTIA Lynx et du détachement du groupe commando montagne, commando montagne GCM ont participé à l'opération Baltic Hawk aux côtés de leurs alliés américains, britanniques et estoniens. Cet entraînement, basé sur un scénario fictif, a consisté en une prise de contrôle de l'aérodrome de Ruja, en Estonie, à la suite d'une opération héliportée en Chinook. Baltic Hawk témoigne du haut niveau d'interopérabilité au sein des membres de l'Alliance et illustre leur capacité à opérer en commun pour atteindre un même objectif. En outre, dans le cadre de l'ultime phase de montée en puissance de la section NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique, en vue de l'exercice Winter Camp à venir, les soldats français ont mené un exercice conjoint avec le Scout Battalion estonien. À ce titre, les soldats français ont assuré la décontamination des militaires, équipements et engins de combat blindés, l'objectif étant de pouvoir rendre à nouveau opérationnel l'ensemble des capacités humaines et matérielles dans l'application des procédures d'engagement OTAN. En Lituanie, dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing, sur la base aérienne de Šiauliai, les 4 Rafales assurent également des missions d'entraînement interalliées par alternance avec des missions de police du ciel. Je vous rappelle les Alpha Scramble pour les missions de décollage sur alerte réelle et les Tango Scramble sur des missions simulées, Tango comme training. Ainsi, du 2 au 8 février, les Rafales ont effectué 14 missions d'entraînement. Et le 2 février, 2 Rafales ont décollé sur alerte Alpha Scramble pour vérifier l'identité de 3 aéronefs aux abords de l'espace aérien balte, 2 Sukhoi 27 et un Tupolev 154.
La patrouille de Rafale a ensuite accompagné les aéronefs en bordure de l'espace aérien de la Lituanie. Ces vols déclenchés sur alerte sont la mission prioritaire de la France, allié fiable, crédible et solidaire de l'OTAN, pleinement engagée aux côtés de ses alliés sur le flanc est de l'Europe. C'est la mission prioritaire en Lituanie, bien évidemment. Sur le flanc est d'une manière générale, vous avez les forces, enfin l'armée de terre à Chincu, en Roumanie, et les bâtiments de la Marine nationale en Baltique et en Méditerranée. En Lituanie, toujours, les Joint Terminal Attack Controller estoniens, JTAC, estoniens, britanniques et français, se sont entraînés avec les Rafales, toujours, aux procédures de Close Air Support OTAN, en simulant des tirs de bombes à guidage GPS et laser, ainsi que des passe-canons. Donc tout ça se faisait sous guidage de ces JTAC. Cet entraînement au guidage avancé favorise l'interopérabilité de tous les alliés engagés sur le flanc est de l'Europe et contribue au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN. En Roumanie, cette fois-ci, du 30 janvier au 3 février, 50 militaires provenant du centre opérationnel du Collective Defense Battle Group, CDBG, du Brigade Forward Command Element, BFCE, ont pris part à l'exercice interallié Dacian Winter dans le cadre de la mission Aigle en Roumanie. Donc. Ainsi, sur la base aérienne Mihail Kogalniceanu, les MK, les militaires ont pris part à cet entraînement de niveau de division qui a permis de travailler l'interopérabilité technique et tactique du centre opération. L'objectif était de s'imprégner des procédures et outils opérationnels de la Multinational Division Southeast, MND-SE, et de développer la maîtrise des plans de défense de l'Alliance. Par ailleurs, du 6 au 9 février, près de 350 militaires et 60 véhicules issus de plusieurs unités interalliées ont participé à l'exercice d'appui-feu d'envergure Eagle Royal 2023. L'objectif de cet exercice, créé à l'initiative du CDBG, dont la France est nation cadre, avec l'appui du BFCE, Brigade Forward Command Element, était de développer l'interopérabilité du groupement d'artillerie du module Aigle. Celui-ci se clôture, parce que c'est toujours en cours, par des tirs au mortier et par le tir des lance-roquettes unitaires LRU. Donc vous voyez une illustration. En Méditerranée orientale, la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée FREMDEA Alsace a conduit un exercice de sauvetage en mer au large des côtes chypriotes en lien avec les forces armées chypriotes. Cet exercice s'est inscrit dans le cadre du programme de coopération de défense entre les deux nations sous la coordination du Joint Rescue Coordination Center, JRCC, de Larnaca. Ainsi, la frégate Alsace et son hélicoptère NH-90 se sont entraînés avec le patrouilleur Odysseus de la police du port et de la marine, 2 hélicoptères AW-139 de l'unité d'aviation de la police, l'escadron Search and Rescue 460 du commandement de l'armée de l'air de l'état-major de la garde nationale et une équipe spécialisée dans l'évacuation médicale du service d'ambulance de l'organisation des services de santé de l'État. Ces échanges avec divers services du partenaire chypriote permettent bien sûr de développer l'interopérabilité entre les deux marines. En outre, le 1er février, le chasseur de mines tripartite CMT Andromède a rejoint le groupe OTAN de guerre des mines, dont je vais vous faire grâce du détail de l'acronyme SNMC MG2. Les premiers exercices de navigation ont commencé au sein du groupe avec un ravitaillement à la mer dès l'arrivée de l'Andromède sous le contrôle du commandement de groupement opérationnel CTG. Toujours en Méditerranée, le 8 février, donc hier, le groupe Jeanne d'Arc, composé du porte-hélicoptère amphibie PHA Dixmude, de la frégate Lafayette et d'un groupement tactique embarqué de l'armée de terre, a appareillé de Toulon dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc 2023, une circumnavigation dont vous avez eu les précisions la semaine dernière. Je rappelle que ce déploiement vers l'Est, depuis la mer Méditerranée en passant par l'océan Indien, mènera les plus de 800 marins et soldats jusque dans les territoires outre-mer français du Pacifique et des Caraïbes, avant de rejoindre l'Hexagone par l'océan Atlantique à l'été 2023. Il permet à la France d'assurer sa présence
et une appréciation autonome de situation dans plusieurs zones d'intérêt stratégique majeur, en même temps que ceci offre un cadre de formation concret, réaliste, aux 160 officiers élèves embarqués, et puis toujours dans l'optique de renforcer et d'entretenir les coopérations bilatérales avec les principaux partenaires des zones traversées. Un focus sur la Turquie dans la nuit du 6 au 7 février, donc dès lundi soir, dans le cadre bien évidemment du soutien international à la Turquie, frappée par les plusieurs séismes majeurs, les armées françaises ont appuyé le déploiement de militaires de la sécurité civile appartenant aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, ainsi qu'un détachement de sapeurs-pompiers de Paris. On les a convoyés par des avions de transport de l'armée de l'air et de l'espace, un A330 MRTT et un A400M, donc pour les PAX et pour le fret, qui ont décollé de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc la physionomie de ces détachements pour appuyer les autorités turques dans la recherche et le sauvetage de population sont de 73 militaires sapeurs-sauveteurs des UISC 1 et 7 et des sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 4 chiens et 25 tonnes de fret. Ces unités sont d'ores et déjà à pied d'œuvre et participent activement aux opérations de sauvetage. En Afrique, coopération et sécurisation maritime dans le cadre de l'opération Corymbe, avec le patrouilleur de haute mer 1er maître l'air, qui a participé à l'exercice Omangame Express 23. Cet exercice regroupe et met en œuvre les marines du Brésil, du Canada, des États-Unis et des pays de l'Union européenne dont nous faisons partie, ainsi que des centres de décision de l'architecture de Yaoundé dans différents scénarios. Assistance médicale en mer, rejet illicite à la mer, lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée et recherche de naufragés. Les différentes situations ont permis la participation d'un Falcon 50 de la Marine nationale ainsi qu'un avion CASA 235 des forces sénégalaises. Un exercice de synthèse en présence de 4 observateurs de l'Office des Nations Unies contre la drogue, ONUDC, centré sur la libération d'otages après un acte de piraterie, a conduit à un assaut de forces spéciales marocaines et sénégalaises à bord du 1er maître l'air. Pour finir, l'Atlantique 2 ATL2 projeté à Abidjan en République de Côte d'Ivoire a poursuivi sa mission dans le golfe de Guinée en réalisant 2 vols de surveillance des pêches. 3 officiers de la marine ivoirienne étaient embarqués avec 2 inspecteurs des pêches, également ivoiriens, à bord de la TL2, dans le cadre de partenariat et de ces patrouilles dans la zone économique exclusive ivoirienne. Au Proche et Moyen-Orient, dans le cadre de l'opération Chamal au Levant, lutte contre les résurgences de Daesh, du 2 au 8 février, l'avion ravitailleur C-135 basé à Al-Udaid au Qatar et son équipage, qui sont engagés dans l'opération multinationale Inherent Resolve, a réalisé 4 missions de ravitaillement au profit des Rafales français, mais aussi d'autres appareils de la coalition. Pour les forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, le 1er février, après une relâche opérationnelle à Mascate, à Oman, la frégate de type Lafayette FLF Guéprat a repris ses patrouilles au profit de l'opération Agénor, qui est, je vous le rappelle, le volet militaire de l'initiative européenne EMASO, European-Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. Le 2 février, le Guéprat a effectué un exercice de lutte anti-surface avec la frégate espagnole Santa Maria. Ensuite, le 3 février, la FLF Guéprat a intégré le groupe aéronaval pour participer à l'entraînement opérationnel Dare and Prevail. Et je vais revenir sur cet exercice mené par le groupe aéronaval. Durant son intégration, le Guéprat a participé à l'exercice de lutte antiaérienne et a également effectué un ravitaillement à la mer avec le bâtiment de commandement et de ravitaillement BCR Marne. En océan Indien, poursuite de la mission Antares, donc du groupe aéronaval, avec du 1er au 6 février ce fameux
entraînement opérationnel de haut niveau Dare and Prevail, qui a rassemblé des moyens maritimes et aériens des partenaires déployés en océan Indien. Cet entraînement englobe l'ensemble des domaines du combat aéromaritime moderne et a intégré des unités françaises présentes dans la zone dont je viens de parler, par exemple le Guéprat, mais aussi des alliés américains, espagnols, italiens et omanais. Depuis que le groupe aéronaval opère dans le golfe d'Aden, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2, intégré à la force aéromaritime, se déploie une nouvelle fois depuis la base aérienne 188 de Djibouti, afin d'assurer une appréciation de la situation maritime de chaque côté du détroit de Bab el-Mandeb. Il a ainsi réalisé 3 vols opérationnels depuis sa mise en place à Djibouti le 2 février. Désormais en mer Rouge, le groupe aéronaval continue à opérer avec ses partenaires du 8 au 10 février, notamment durant White Shark, les équipages français et saoudiens renforcent leur coopération grâce à des séquences de lutte au-dessus de la surface et de lutte anti-aérienne. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, renforcement de l'interopérabilité dans le domaine de l'assistance aux populations. Du 8 au 24 février, un avion de transport CASA de l'armée de l'air et de l'espace et une quinzaine d'aviateurs des forces armées en Polynésie française et des forces armées en Nouvelle-Calédonie participent à l'exercice COPE North 2023 depuis la base aérienne américaine Anderson, située sur l'île de Guam. COPE North 2023 est le plus grand exercice aérien du Pacifique organisé par les États-Unis, l'Australie et le Japon. Cet exercice se concentre sur l'emploi de forces aériennes de combat, l'aide humanitaire et la formation au secours en cas de catastrophe naturelle, afin d'opérer ensemble et d'améliorer l'interopérabilité des nations participantes. L'édition 2023 de COPE North accueille en plus 1000 aviateurs du côté américain, ainsi que 1000 autres issus des nations participantes. En Guyane, une opération qui s'appelle Kinkajou, de lutte contre l'orpaillage illégal. Du 27 au 31 janvier, une section de combat du génie du 9e régiment d'infanterie de marine, 9e RIMA, renforcée par 2 gendarmes et 2 démineurs de la police nationale, a été engagée en forêt afin d'y détruire un pont emprunté par les logisticiens de l'orpaillage illégal. L'objectif de l'opération Kinkajou est de freiner la logistique de l'orpaillage illégal desservant le massif Lucifer dans l'ouest guyanais. Ceci conclut le tour des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. Votre silence, mesdames et messieurs, est rare sur ce point-là. Y a-t-il des questions en audio ? Merci beaucoup, mon colonel. L'évocation que vous avez faite de l'engagement... Ah, pardon, je n'ai pas entendu. Oui, bonjour, Franck-Alexandre RFI. Est-ce qu'on peut savoir où ça en est un petit peu le départ de Sabre du Burkina, quelles sont les activités récentes dans la zone et déplacement des uns et des autres? Alors, depuis la notification de la demande de départ du détachement français militaire à Ouagadougou, les armées sont organisées pour respecter les délais qui étaient prescrits par les autorités burkinabées. Et cette démarche s'effectue en bon ordre et sécurité à partir de Ouagadougou. Ce qui est prévu, c'est 1 mois à partir de la notification. Dorothée Lyrique, France Télévisions. Colonel, qu'en est-il des formateurs français qui doivent partir en Ukraine pour former les militaires ukrainiens? Est-ce qu'on sait le nombre exact, le délai, qui? Alors, dans le cadre des formations fournies par les armées françaises aux Ukrainiens, elles se déroulent sur le territoire national, en France, pour le développement des capacités
qu'ils ont acquises. Je pense notamment au César, je pense au 10 RC. Et pas de commentaires sur ce que vous évoquez. Il y a en revanche une autre piste de formation qui est actuellement étudiée, conformément à ce qui s'est décidé il y a un peu plus d'une semaine, c'est la formation en Pologne de soldats ukrainiens. Et à ce sujet, Madame Ollieric, on peut rappeler que l'objectif, c'est 2000 militaires ukrainiens avec des formations spécialisées en France d'ici l'été. Et l'objectif de formation en Pologne est d'un bataillon de 600 hommes par mois formés par la France en Pologne dans le cadre et sous l'égide de l'Union européenne. Depuis l'annonce, une mission de reconnaissance a été conduite, donc ça va se dérouler. Oui, ça va commencer. Bien, merci beaucoup, mon colonel. Comme j'allais le dire au moment... Ah, pardon. Madame Bauer. Décidément. On ne sait jamais, hein, on peut poser quelques questions d'actualité. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à envoyer à l'Ukraine? Est-ce que le SAMT est parti? Et est-ce que vous auriez un petit commentaire sur le besoin d'avions de l'Ukraine? Alors les besoins, les annonces qui sont effectuées, on va dire au gré des annonces politiques, sont étudiées bien évidemment par les armées. Vous avez fait référence d'abord, où est-ce qu'on en est de ce... Alors, les dernières en date étant les 10 RC, les AMX 10 RC, qui sont, dont on va dire la prise en compte de la demande est effective et devrait être livrée dans le mois qui vient. Pour le SAMP, j'ai pas de délai. Et pour les avions, c'est une annonce hier qui relève du président Zelensky et dont on n'a pas reçu pour l'instant de demande de la part des forces armées ukrainiennes. Alors, pour ne pas vous couper la parole, une autre question? Ou est-ce que celle d'Anne Bauer était la dernière? Pas de remords, ni en audio. Merci beaucoup, mon colonel. Donc, j'allais préciser, parce que ça mérite d'être précisé et parce que c'est peu connu, à propos de l'engagement des unités de sécurité civile et des sauveteurs des unités de sécurité civile au profit de la Turquie frappée par un séisme. Des unités militaires françaises, en l'occurrence les 2 unités de sécurité civile, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont des unités militaires. Les hommes et les femmes qui les composent sont recrutés, formés par les armées. Elles sont ensuite, en tant qu'unité, employées et entraînées et soutenues en termes d'équipement sous l'égide du ministère de l'Intérieur, avec, pour la BSPP et pour le bataillon marin-pompier de Marseille, la participation des collectivités territoriales au profit desquelles elles travaillent. Voilà ce que je tenais à préciser. Merci beaucoup, mon colonel. Merci à tous et à très bientôt.